Merci. La parole est à Monsieur Paul Jacobi pour 10 minutes. Monsieur le Président, mes chers collègues, soumettre le programme de stabilité à la Commission de l'Union européenne est ce que l'on appelle une figure imposée. C'est un exercice acrobatique par lequel nous allons faire semblant de démontrer que nous sommes capables de respecter cette règle, ce qui est d'ailleurs au-delà des limites du possible. Sachant d'ailleurs que si par extraordinaire nous y parvenions, il en résulterait une aggravation de nos problèmes et certainement pas une amélioration. Au surplus, cette règle se fonde sur une théorie statistique reposant elle-même sur une erreur arithmétique et une faute méthodologique élémentaire. Aussi, avant d'aborder la réalité des perspectives économiques internationales et françaises, je voudrais vous exposer brièvement l'origine de la fable ou du mythe. Il était une fois, toutes les fables commencent comme ça, deux économistes distingués. Je ne sais pas pourquoi les économistes sont toujours distingués, les juristes éminents, enfin, Carmen Reinhardt et Kenneth Rogoff, qui observaient les statistiques de croissance des économies et de solde des finances publiques depuis de très longues années. Ça devait être extraordinairement ennuyeux. Un jour, une bonne fée leur fit découvrir une corrélation selon laquelle, à moyen et long terme, plus les comptes publics étaient équilibrés, plus forte était la croissance. Encouragés par la fée et alléchés par les propositions de leurs éditeurs, ils publièrent, à la suite de publications académiques, un livre austère, ennuyé, truffé de tableaux statistiques, d'analyses et de conclusions moralisantes, sous le titre prétentieux « This time is different ». La fée les gratifia d'ailleurs d'un autre miracle, celui d'un tirage inespéré pour un ouvrage aussi indigeste. J'ai lu ce livre en 2011 et j'ai surtout été frappé par le fait qu'il était fondé sur une coupable confusion entre la corrélation et la causalité. Ce n'est pas en effet parce qu'un événement est toujours suivi statistiquement par un autre que l'un entraîne nécessairement l'autre dans tous les cas de figure, et c'est la raison pour laquelle les liens de causalité entre le solde des finances publiques et la croissance sont, comme toujours en économie, complexes et paradoxaux. C'est à peu près aussi stupide que de croire que ce qui entraîne les turbulences dans un avion de ligne, c'est le fait d'allumer le petit panneau où il est marqué « Attachez vos ceintures », puisqu'effectivement, lorsqu'on l'allume, c'est en général suivi de turbulences. Toujours est-il que les hommes politiques, marqués par le syndrome de la contrition ou de la punition, ont accueilli ce livre comme la démonstration scientifique que leurs instincts restrictifs les entraînaient dans la bonne voie de la prospérité économique. L'Europe s'est donc lancée dans l'expérimentation de cette théorie et elle a donné ce que tout calcul macroéconomique élémentaire aurait laissé prévoir. Dans une période de récession, plus on restreint la dépense publique, plus on approfondit la récession, moins on a de recettes fiscales et plus on alourdit le solde négatif des finances publiques. Ça rappelle ce qu'avait dit John Kenneth Galbraith à propos du regretté Milton Friedman. Il avait dit « Milton's misfortune was that these policies had been tried ». Et on pourrait aujourd'hui répéter « Le malheur de Reinhardt et Rogoff, c'est que leur théorie a été expérimentée ». Mais il y a pire, c'est que les professeurs en question ont voulu démontrer qu'il existait un chiffre magique. Surtout, les économistes sont très fanatiques du chiffre magique, surtout lorsqu'ils n'ont pas grand-chose à dire sur le plan théorique. Et donc, ils ont cru découvrir qu'au-delà de 90% de ratio de dette publique par rapport au PIB, un pays s'enfonçait inéluctablement dans la récession et définitivement. Malheureusement, ces calculs savants avaient probablement été sous-traités à des thésards besogneux et négligents, à moins que les distingués professeurs aient, comme votre serviteur, de considérables difficultés avec les programmes de tableur, et en raison d'une malheureuse confusion entre moyenne et médiane, ils ont mis en évidence un chiffre magique qui n'existe pas, et c'est ce qui a été récemment démontré par 3 chercheurs de l'université du Massachusetts Amherst. Entre-temps, l'inénarrable Olli Rehn, grand penseur économiste en chef de l'Europe, avait affirmé sa foi dans la règle des 90%, en citant comme sa Bible le livre des 2 professeurs, que comme beaucoup de prédicateurs zélés, il avait négligé de lire jusqu'au bout, ce qui l'aurait déjà amené d'ailleurs à tempérer son enthousiasme
car les conclusions du livre, et surtout celles des papiers académiques qui l'ont précédé, sont tout de même plus nuancées que la caricature que l'on en a tirée. Voici donc l'origine du mythe. Une confusion primaire entre causalité et corrélation, ce qui est une faute épistémologique très fréquente, mais pas excusable pour autant, et une erreur de manipulation d'un programme de tableur, très fréquente aussi chez les économistes et d'ailleurs aussi les climatologues, deux catégories de scientifiques souvent brouillées avec la statistique élémentaire. Pour autant, les mythes ont la vie dure, et je suis persuadé que celui-là survivra non seulement à la démonstration mathématique des erreurs sur lesquelles ils se fondent, mais même à l'expérimentation en grandeur réelle qui amènera l'effondrement économique, social et politique de plusieurs nations, peut-être d'un continent entier. S'agissant des réalités, je suis stupéfait que dans un tel programme de stabilité, on n'évoque même pas les deux risques majeurs qui affectent aujourd'hui l'économie mondiale, à savoir la remontée des taux d'intérêt sur les obligations publiques et l'éclatement des bulles financières et immobilières en Chine. S'agissant des taux d'intérêt, nous nous réjouissons dans nos malheurs depuis 2007 de la faiblesse des taux d'intérêt sur les obligations publiques. Les États affichent leur taux d'emprunt très bas comme une preuve de confiance du monde financier, et c'est un argument qu'ils opposent au mythe rigoriste d'ailleurs, même s'il est tout aussi fallacieux que ce dernier. Or, si les États bénéficient encore de taux très bas, c'est pour deux raisons simples. La première, c'est qu'ils empruntent à très court terme depuis 2007. La seconde, c'est qu'en période de trouble et de risque, les marchés préfèrent ne rien gagner avec des obligations publiques que de risquer beaucoup avec des obligations privées ou des actions. Le problème avec les emprunts à court terme, c'est qu'il faut les rembourser rapidement. Ainsi, les États-Unis d'Amérique vont devoir, au cours de cette année 2013, rembourser la somme pharaonique de 4 000 milliards de dollars, parce que les emprunts d'État viennent à échéance pour ce montant au cours de cette année. 4 000 milliards de dollars, c'est 25% du PIB. C'est beaucoup plus que l'an dernier, c'est beaucoup plus que l'année d'avant, et c'est beaucoup plus que le solde annuel des finances publiques américaines, du budget fédéral, qui est de l'ordre de 1 000 milliards de dollars. La Banque centrale américaine, la Fed, pourrait évidemment souscrire les 3/4 de cette somme, par exemple. Mais cela lui ferait, en une seule année, doubler son bilan, qui a déjà été multiplié par 3 depuis 2007. On passer de 1 000 à 3 000, et maintenant il faudrait passer de 3 000 à 6 000. Je me souviens, il y a quelques années déjà, d'un article de Joseph Stiglitz, un économiste pourtant pas tellement orthodoxe, une sorte d'hyper-keynésien dans la pire acception du terme, qui s'inquiétait déjà de l'excès des achats de bons du Trésor par la Fed. Cette voie-là sera peut-être partiellement utilisée, et elle conduirait non pas à l'inflation, mais à une augmentation folle de la masse spéculative qui a entraîné la crise économique de 2007 dans des proportions, cette fois-ci, encore plus spectaculaires. Je signale au passage que ce que fait aujourd'hui la Banque centrale japonaise en monétisant la dette publique jusque-là financée par l'épargne nationale n'a rien à voir avec le sujet, même si à court terme, cela fait curieusement baisser les taux des bons du Trésor dans l'ensemble de l'Asie et même aux États-Unis. Par ailleurs, vous avez tous constaté depuis quelques mois la remontée des valeurs mobilières sur les bourses d'actions et l'appétit retrouvé, et inquiétant d'ailleurs, des marchés financiers pour des produits structurés, ce qui signifie que cette appétence pour des placements privés rend d'autant moins disponibles des financements pour les obligations publiques. De ces deux phénomènes, il devrait mécaniquement résulter une augmentation des taux d'intérêt sur les obligations publiques. On rappellera quand même que la dernière fois que ça s'est produit, très brutalement d'ailleurs, c'était en 1994 et l'augmentation a été de 4 points, avec naturellement le cœur des vierges qui disait que ça n'arriverait pas, comme toujours. Si cela se reproduisait aujourd'hui, cela coûterait au bout de quelques années, mais très vite, compte tenu du taux de renouvellement actuel des emprunts américains, 600 milliards de dollars par an pour les seules finances publiques américaines. Ça changerait la nature des choses. Par ailleurs, l'explosion de la bulle du shadow banking ou celle de l'immobilier en Chine, qui représente là aussi des montants assez pharaoniques et sans doute un risque peut-être moins important, mais qui ferait que la crise toucherait en même temps l'Asie et le monde occidental. Dans ces conditions, présentées comme certaines, une perspective de reprise progressive à partir de 2014 me paraît irréaliste. S'agissant de la France, il faut saluer les efforts en termes de compétitivité et de flexibilité qui sont qualitativement et quantitativement sans précédent dans notre pays. Pour autant, je n'ai pas remarqué depuis 10 ans que je suis ici qu'on ait fait les mêmes efforts de compétitivité et de flexibilité. On en a parlé, on l'a promis, on l'a dit, mais il faut reconnaître que c'est ce gouvernement-là qui le fait
peut-être insuffisamment, mais qui le fait de manière tout de même déjà relativement significative. Pour autant, ces efforts ne nous permettent pas de rattraper l'écart de compétitivité qui s'était creusé dès avant la crise avec l'Allemagne et celui qui est en train de se creuser aujourd'hui plus récemment avec les pays européens les plus durement touchés par la crise financière et qui font, par la force des choses, des efforts de compétitivité désespérés mais considérables. Ce qui veut dire que la France n'est pas encore en état de bénéficier d'une reprise internationale, en tout cas pas en état d'en bénéficier autant que ses voisins de la zone euro. Une fois que l'on a dit tout cela, je m'arrête, Monsieur le Président, que peut faire le gouvernement? Prendre le contre-pied du mythe de la stabilité et se lancer seul contre tous dans une politique de relance massive? Ça nous conduirait à la faillite dans quelques mois. Essayer de peser avec d'autres pays européens pour desserrer l'étau d'une orthodoxie budgétaire pernicieuse à court terme? Certainement, et c'est ce que fait d'ailleurs le gouvernement. Je constate d'ailleurs que les discours s'infléchissent à cet égard en Europe et que les affirmations péremptoires se nuancent. Même M. Barroso, qui prévoyait que la crise ne toucherait pas l'Europe en 2008, réalise l'ampleur du désastre provoqué par une politique budgétaire imposée à la zone euro et qui aggrave la crise financière. Donc j'en termine, Monsieur le Président. Pour toutes ces raisons, le groupe, avec toutes les nuances que j'ai exposées sans aucune nuance, approuvera pour la plupart de ses membres la déclaration du gouvernement.